novembre 1940, à Brazzaville, le chef de la France libre fondait l'Ordre de la Libération pour récompenser les mérites exceptionnels et les faits d'armes accomplis pour la libération de la France. En janvier 1946, quand cessèrent les attributions, la Croix de la Libération avait été remise à 18 unités combattantes, à 5 villes, dont Paris, et à 1030 compagnons. Plus de 300 compagnons avaient alors payé la victoire de leur vie. Les survivants, les veuves et les parents des disparus n'ont jamais manqué, chaque 18 juin, d'accompagner le général de Gaulle dans son pèlerinage au Mont Valérien, à cette crypte qui renferme les cendres de combattants de 39-45, tués au combat, morts en captivité, déportés, fusillés. En présence des membres du gouvernement, le chef de l'État, une nouvelle fois, a ranimé la flamme qui brûle devant l'immense croix de Lorraine de pierre. Une nouvelle fois, il a rendu hommage à tous ceux qui avaient mobilisé l'appel de juin 40 et qui avaient engagé alors leur existence sur la certitude que la France avait perdu une bataille, mais n'avait pas perdu la guerre. New York aura bientôt le plus grand pont suspendu du monde, le Verrazzano. Long de 1300 mètres, il enjambe le détroit entre Staten Island et Brooklyn. Il aura demandé 5 années de travail à une équipe dont la tâche quotidienne entre le ciel et l'eau a été un défi permanent au vertige. Lorsque les 2 tabliers superposés seront en place, 12 voies seront ouvertes à la circulation. Cadence prévue, quelques 50 millions de véhicules par an. En dépit de ces dimensions, le Queen Elizabeth semble réduit aux proportions d'un caboteur. Pour l'instant du moins, l'avenir de la circulation semble assuré de ce côté-ci de l'Hudson. Il y a 16 ans, la ville d'Ashkhabad, en Turkménie soviétique, était complètement rasée par un tremblement de terre. Depuis, elle a relevé ses ruines. Mais dans cette zone particulièrement sensible, la crainte de tels séismes continue de préoccuper les architectes. Or, ils ont peut-être trouvé la solution. Cette villa, en effet, n'est pas directement solidaire du sol. Elle repose sur une série de ressorts et d'amortisseurs qui, semble-t-il, devraient absorber l'effet des secousses. La chute d'une masse de 1000 kg au pied de la maison a démontré que la suspension avait rempli son office. Un jour, peut-être, pourra-t-on se moquer des soubresauts épisodiques de notre vieille planète. La France se penche à son tour sur les problèmes des vols dans l'espace. Au laboratoire de médecine aérospatiale de Bretigny, sans quitter le sol, les futurs cosmonautes se retrouvent chaque jour dans l'ambiance des vols cosmiques et des révolutions orbitales. Ainsi, dans la centrifugeuse, où les effets respiratoires de l'accélération sont constamment contrôlés grâce à un appareil unique en Europe. Chaleur excessive ou froid sibérien, c'est le lot du cosmonaute. Un caisson à double coque permet d'étudier la résistance des hommes et des scaphandres dans les conditions extrêmes. Pour la chaleur, par exemple, un circuit d'eau bouillante fait monter brutalement de 15 à 67 degrés la température intérieure, recréant ainsi l'échauffement des parois d'une capsule qui rentre dans l'atmosphère. Une nouvelle race est née, l'homme de l'espace. Près de Paris, le centre de recherche de la Compagnie Générale d'Électricité a entrepris des travaux dont les premiers résultats ouvrent au monde de demain des perspectives insoupçonnables. Ainsi, le rayon laser, futur transmetteur d'énergie dans l'espace, permet déjà de mesurer les plus grandes distances avec une précision de l'ordre de 1,50 m. Mieux encore, il mesure séparément 2 objets situés à 1 km et distants entre eux de 50 cm seulement. Dans ce centre, on étudie également le moteur de l'avenir, la pile à combustible qui transforme l'énergie chimique de la combustion froide de l'hydrogène en énergie électrique. Aujourd'hui, elle n'actionne encore qu'un jouet d'enfant. Demain, sans doute, la pile à combustion remplacera sur nos voitures le classique moteur à explosion. Bien des gens m'ont dit, la vie n'est pas jolie, la douceur, le bonheur n'ont plus cours ici. Sheila, l'idole de l'école est finie, 1 million de disques vendus,
Nous l'avons retrouvée convalescente dans sa ferme de l'Oise. Elle a tenu à rassurer elle-même ses fans. Chers amis, eh bien oui, c'est vrai, j'ai été malade, mais maintenant je vais beaucoup mieux et je me repose à la campagne. Ma petite maman me fait de gros beefsteaks pour me faire grossir. Suspense. Ah, encore 500 grammes. De temps en temps, je vais faire un petit tour à la boutique. Avec Dominique, je regarde les nouveaux modèles. Pas mal du tout celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Petit manteau, dernier cri pour jeune fille. Je montre à papa mes derniers dessins. Enfin, pas tous. Ça, c'est mon âne. Il s'appelle Mouton. Et oui, d'ailleurs, il a toujours faim. Poule. J'aime bien arroser, mais il faut dire que je suis pas très douée. Dans sa retraite, Sheila travaille. À l'approche de ses 18 ans, et 18 ans c'est déjà si vieux, elle a ressenti le besoin d'évoluer. Rendez-vous donc en octobre avec la nouvelle Sheila. Oui, j'entends souvent chanter le clair printemps. Au réveil, le soleil, les oiseaux sont là. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. À cette époque de l'année, toute la jeunesse du Colorado est en selle, pour quelques instants. Les rodéos ici éclipsent tous les concours de surf et les moins de 13 ans ne sont pas les moins acharnés. Les hardy cow-boys restent les idoles de cette jeunesse pleine de vie et dont l'ambition consiste à tenir 8 secondes sur le dos d'un animal déchaîné. Il est des cas où 8 secondes peuvent sembler une éternité. Toujours cet anachronique départ aux 24 heures du Mans, 20 mètres de course à pied avant la ronde infernale à près de 200 à l'heure. On n'a pourtant jamais vu personne sauter dans sa voiture à la volée avant de prendre la route. Dès le début, la course est menée tambour battant par les Américains avec les Ford. En voici une. Des Ford qui, pour la circonstance, ont troqué leur chrome et leur surcharge pour une carrosserie sport à la mode européenne. Seulement voilà, comme les marionnettes, elles ont fait 3 petits tours et puis s'en vont. Contre la coalition des Ferrari, c'était prévu, elles n'ont pas tenu. De toute façon, la moitié des concurrents a abandonné soit sur accident, soit sur ennui mécanique au cours des 24 heures. Ferrari est imbattable au Mans depuis 4 ans. Voici la voiture des vainqueurs, la 20, une 3,3 litres pilotée par l'équipage franco-italien Guichet Vaccarella. Pendant 24 heures, elle a roulé à 196 de moyenne. On ne sait qui en doit le plus admirer des pilotes ou de la mécanique après une telle performance. Les Anglais n'en croient toujours pas leurs yeux. Comme au temps des corsaires, un Français les a tenus en échec dans leur propre spécialité, la marine. Ce corsaire du XXe siècle, c'est un pacifique marin breton, Éric Tabarly. Pendant 28 jours, seul à bord de son navire, le Pendwick II, Tabarly a laissé loin derrière lui tous les bâtiments de sa gracieuse majesté dans la course à travers l'Atlantique. Barbu, mort de fatigue mais satisfait, Éric Tabarly savoure maintenant la joie du triomphe.